Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en méthodologie de recherche UE7 à l'attention non exclusive des étudiants de la section cadre de santé en PromSoc. Bienvenue dans mon bureau. Il est l'heure de commencer le cours. Allons-y. Nous poursuivons ce cours de méthodologie de recherche qui, pour rappel, s'étale dans 2 UE sur 2 années de votre formation, dans l'UE4 dénommée interface et dans une UE7, l'avant-dernière, avant le Graal, qui est l'épreuve intégrée, justement une UE dénommée intégration, dans laquelle se trouve un gros volume encore de périodes dédiées à la méthodologie de recherche. Nous y avons déjà découvert un certain nombre de choses et particulièrement des outils de recueil des données d'abord. Rappelons-les, le questionnaire, l'entretien, l'observation. Ces 3 outils ont leurs spécificités, même si un certain nombre de leurs caractéristiques sont communes, ou en tout cas se retrouvent de manière adaptée selon le choix de l'outil. Vous avez aussi pu remarquer le questionnaire et l'entretien individuel que nous avons déjà poursuivi, qui vise à cette récolte des données, peut être adapté, bricolé, encore une fois dans le beau sens du terme. C'est à vous de le faire justement pour le rendre le plus adéquat, idoine, avec votre problématique, le champ, la population et l'échantillon cible. Et parce que cette récolte de données va permettre justement une analyse qu'on appelle en méthodologie aussi un traitement. Et c'est sur base de ce traitement, de cette analyse, que l'interprétation va pouvoir se faire. L'interprétation, vous n'allez pas avoir d'autres outils, comme on l'a pu le dire dans une balise précédente, que vous-même, en tant que cadre ou futur cadre, en tant que personne voulant s'identifier par cette fonction, par ce métier-là, par ce rôle à jouer au sein d'une équipe. Par exemple, bien d'autres sujets sont à votre disposition, bien entendu. Ici, on va reprendre la balise STO qui se focalise sur la conduite d'entretien d'enquête pour être très précis, hein, parce que l'entretien, l'interview, comme on le dit aussi en anglais ou en mauvais français, l'entretien a de nombreuses finalités dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et ici, l'entretien est bien un entretien d'enquête, en recherche de quelque chose, et sa mission principale, pour ne pas dire exclusive, c'est de la récolte de données. Vous avez bien vu le sens de mouvement de ma main. Les interactions vont forcément conditionner et donc modifier un tant soit peu ces outils. Nous allons un peu plus cibler dans les entretiens dont nous avons vu les nombreuses formes, hein, selon leur directivité, selon un certain nombre de caractéristiques, par exemple liées à l'espace et au temps. Enfin, bref, des choses qui sont extrêmement modulables, mais pas juste pour le plaisir de les moduler, mais pour les rendre, encore une fois, le plus adapté possible à la situation qui est la vôtre dans le cadre de votre épreuve intégrée. Et nous reprendrons ici, dans cette balise que je vais appeler TOBIS, la distinction ultime, quelque part, de cette balise dédiée à l'entretien. Parce que l'entretien, on pense souvent qu'il peut être et qu'il n'est que individuel. On va découvrir l'intérêt des entretiens collectifs, des entretiens de groupe dans cette balise TO. Et on peut même déjà souligner qu'il y a des intérêts non négligeables, non seulement dans la méthodologie de recherche, mais aussi pour le futur métier ou le métier que vous exercez déjà, celui d'encadrant en milieu de soins, puisque vous allez devoir animer, cadrer, vous allez pouvoir animer, cadrer des groupes. Et donc ça peut être un exercice relativement utile. J'aurai l'occasion de le souligner à quelques reprises, bien entendu. Les entretiens de groupe présentent donc un certain nombre d'avantages qui peuvent avoir un intérêt dans certaines recherches. On va d'ailleurs d'abord prendre un aspect très logistique, c'est-à-dire que pendant le même temps consacré aux entretiens, on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Hein. Un entretien individuel reporté en groupe a une sorte d'économie d'échelle puisqu'on a appris le sens de cette notion l'année dernière dans le cours d'économie politique. Inévitablement, c'est pas exactement la même chose, puisque on le redira pour la balise suivante qui traite de l'observation. Modifier une situation, c'est aussi changer les interactions ou qui sont à l'intérieur. Décidément, j'ai pas bu assez de café. Qui sont à l'intérieur de ces situations. Il y a aussi un avantage
auquel j'ai fait allusion lors de la diapositive précédente, c'est que pour un cadre, utiliser le groupe, utiliser la dynamique du groupe, on va le voir qu'on peut le faire de deux manières différentes, eh bien, ça a un intérêt. Et, parenthèse rapidement ouverte pour être rapidement fermée, prenez aussi l'habitude de relever un certain nombre d'informations de l'ordre de cette dynamique de groupe, au-delà du contenu des groupes, plus exactement des réunions, puisque ceci va s'apparenter à une conduite de réunion, non pas avec une information qui va être transmise par l'animateur ou le chef, pour reprendre deux mots qu'on a eu l'habitude d'utiliser dans votre première année de formation, mais au contraire, comme je le faisais tout à l'heure, recueillir des données, recueillir des informations, issues cette fois non pas d'un individu pris séparément, mais de plusieurs individus pris comme un corps, même si parfois cette constitution est très très éphémère. On va retrouver deux grandes caractéristiques sous la forme de la directivité. On a largement souligné ce qu'était la directivité. Je ne parle pas nécessairement du cours de psychosociologie avec les différents styles de leadership, mais quelque part, oui, la directivité dans un entretien signale son orientation vers plus de quantitatif que de qualitatif. Alors, imaginez un entretien de groupe d'ordre clinique, vous vous imaginez un peu le bazar, si vous me permettez l'expression. Donc, la directivité va tantôt être moyenne, c'est le cas de ce que je vais appeler les entretiens de groupe classiques, probablement une dimension que vous avez déjà pu apprécier d'une manière ou d'une autre, et un autre format à quel on rajoute un mot assez statistique d'ailleurs, puisqu'on a vu des échelles nominales dans le cours de statistique. Là, dans cette technique-là, volontairement, j'ai choisi de rajouter le mot technique pour bien insister sur cette dimension où la directivité va être beaucoup plus importante que dans la conduite d'un entretien collectif du premier point. C'est un choix, pas libre mais consenti par rapport à vos objectifs de problématique et surtout de méthode, puisqu'on rappelle la cohérence, la congruence qu'il doit y avoir entre les outils que nous étudions maintenant et la méthode. J'aurai l'occasion de le resignifier lors de la fin de ces trois balises consacrées aux outils de recueil de données. Commençons donc avec la conduite d'un entretien de groupe. On va le proposer de manière relativement standard, on va dire. Ça veut dire que dans un groupe, il y a inévitablement des interactions qui vont faire l'intérêt de ces entretiens. Alors, quelles sont les caractéristiques? Eh bien, la principale, n'oserais-je la répéter encore une seule fois, c'est réellement de profiter des interactions générées par le groupe. C'est-à-dire qu'on ne récolte pas du tout la même chose, même si au point de départ, c'est la même problématique. Admettons que ce soit les mêmes questions et le même format de questions, les mêmes consignes, enfin bref, tout ce qu'on a pu déterminer dans le questionnaire comme mode de questionnement d'un individu ou de plusieurs individus, moi je peux déjà vous garantir que la même problématique avec les mêmes outils, etc., interroger plusieurs personnes prises individuellement et peut-être les mêmes personnes, mais c'est compliqué à faire, vous l'imaginez bien, mais un échantillon similaire, issu de la même population, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats parce qu'il y a des éléments qui diffèrent dans la situation. Quand je dis aussi profiter des interactions générées par le groupe, j'en faisais part avec cette notion bien connue dans le cours de psychosociologie de dynamique de groupe. Ça veut dire profiter de ces mécanismes de tension qui se développent dans un groupe, et ces tensions peuvent être positives ou négatives pour la dynamique de groupe, positives ou négatives, mais ici aussi pour l'outil de recueil de données. Il n'y a encore une fois aucun outil parfait pour le recueil de données, bien entendu, donc il y a là aussi un certain nombre de biais qui vont être générés et qui peuvent, un tant soit peu, être contrôlés. Vous voyez le mot qui est arrivé, contrôlés, particulièrement dans l'entretien de groupes dits nominaux. Continuons à souligner donc ces caractéristiques. Au-delà de la dynamique, bien entendu, un groupe va utiliser cette dynamique, va aussi s'exprimer par cette dynamique-là. Et il y a quelque part une donnée supplémentaire dans l'entretien de groupe classique où cette dynamique va et peut être un objet d'étude, indépendamment parfois du sujet qui est mis à profit. Certains chercheurs l'utilisent, ça veut dire qu'on lance une thématique qui a bien entendu un intérêt pour les personnes rassemblées dans ce groupe.
Mais ce n'est pas l'objet principal de la recherche. C'est la dynamique de groupe, je l'ai déjà dit, ça peut être aussi les leaders d'opinion, la manière dont le groupe établit son consensus ou la manière dont il communique. Enfin, vous voyez, toutes ces informations qui peuvent être utiles et qui vont quelque part se retrouver dans la seconde technique de manière beaucoup plus cadrée, beaucoup plus directive, pour reprendre un terme. Ce qui va donc être intéressant, puisque c'est de la dynamique, puisque c'est de l'expression en cours de construction et de co-construction, puisqu'il y a de nombreuses personnes, c'est l'intérêt aussi de pouvoir analyser l'évolution. Comment le groupe, je le disais tout à l'heure, constitue son avis, constitue ce consensus, qui est souvent un compromis, on l'a dit. Il y a bien entendu, je le disais tout à l'heure, en utilisant le terme logistique, c'est qu'on récolte rapidement des informations, plus rapidement, mais ce n'est pas exactement les mêmes informations, j'insiste. Alors, on peut imaginer récolter, bien entendu, d'autres choses. Donc, c'est un équilibre entre la productivité de cette récolte, donnée par le temps, par la situation, et aussi parfois certains éléments considérés comme contre-productifs. Ça veut dire que parfois, le leadership du groupe, qui n'est pas nécessairement dans les mains de l'animateur et ou du chercheur, on reviendra sur cette distinction juste après, peuvent parfois contredire, voire contrecarrer la récolte des données telle qu'elle était prévue. Alors, inévitablement, pour vous qui n'êtes pas des chercheurs professionnels, ça peut avoir un intérêt parce que votre entretien de groupe ait été productif en termes de recueil de données, ou l'ait été moins, voire pas du tout en termes de contre-productivité, pour reprendre les deux termes qui sont sur ma diapositive, il reste néanmoins tout l'intérêt d'analyser non seulement ce qui a été récolté, mais aussi la manière dont ça a été récolté, puisque pour rappel, une non-réponse ou une réponse à côté de la plaque, drôle d'expression bien entendu, peut faire l'objet d'un certain nombre d'interrogations. Cette conduite de groupe, par la recueil de données, c'est bel et bien de cette manière-là que, pardon, j'affiche un peu trop vite, que Kurt Lewin a bien découvert, conceptualisé cette notion de dynamique de groupe. Alors, une question qui pose souvent problème et qui génère inévitablement des biais, c'est, mais au fait, le chercheur, quelle place doit-il prendre? Alors, c'est une question qu'on va beaucoup explorer dans le cadre de la balise dédiée à l'observation, puisque la place de l'observateur a une influence sur les données qu'il recueille, leur pertinence, la fiabilité de l'observation et donc la validité des données ainsi recueillies. Le chercheur doit-il être absent? Le chercheur doit-il être l'observateur? Après, il y a des observateurs relativement implacables, une ou plusieurs caméras, bien entendu, ça pose problème si le groupe est de grande taille, on parle de ces caractéristiques juste après, parce que cumuler le rôle d'animateur, d'observateur et de chercheur, eh bien, ça génère bien entendu de la complexité, pardon, mais aussi beaucoup de biais, puisque en tant qu'animateur, si vous êtes chercheur, vous seriez peut-être tenté de manipuler, osons le terme, oui, bien sûr, puisqu'en méthodologie de recherche, manipuler n'a pas cette définition aussi péjorative qu'on a pu lui conférer à ce verbe-là dans le cours de psychosociologie lors de votre première année, mais en tout cas, il est difficile pour une seule personne d'assurer ces deux fonctions, animateur et observateur, bien entendu. Il faut parfois déléguer, hein, même si on va parler de directivité par la suite des choses. Alors, comme c'est un entretien, on va retrouver les critères, les différentes caractéristiques qu'on avait déjà mis en évidence pour les entretiens individuels. On rappelle toute l'importance de disposer d'un guide d'entretien qui va être bien entendu très guidant, directif dans la deuxième technique que nous allons aborder juste après. Et pour rappel, insistant d'ailleurs, le jeu de l'entretien, ici de groupe, doit être clairement établi par la présentation des règles, y compris ici de communication, puisque nous serons face à un groupe. Alors, les entretiens de groupe présentent donc un certain nombre de caractéristiques qui vont inévitablement avoir des effets sur les préparatifs et la mise en œuvre de cet entretien. Alors, une des premières questions qu'on se pose souvent, c'est quelle est la taille, oserais-je dire, idéale d'un groupe qui va être sollicité pour nous donner et donc pour nous recueillir un certain nombre de données à visée
d'enquête. Alors, j'utilise souvent cette analogie issue du Nouveau Testament. Eh bien, Jésus a eu 12 apôtres, de 6 à 12 personnes. C'est une bonne taille. Et c'est pas Kurt Lewin qui va me contredire, ou oserais-je plutôt contredire Kurt Lewin, c'est plus raisonnable dans ce sens-là, de dire que c'est la taille d'un groupe restreint qui va permettre une certaine fluidité dans les échanges, qui va permettre aussi une meilleure observation pour le ou les observateurs qui vont être dédiés à cette tâche, bien entendu. Plus que ça va poser un certain nombre de problèmes dans le choix, dans la conduite de cet entretien, bien entendu, et aussi où la formation risque d'entraîner bien plus de cacophonie que ce qu'on peut imaginer dans d'autres circonstances. Donc 6 à 12 personnes, c'est une taille relativement intéressante. On va voir que la taille, donc la quantité, l'effectif, si nous étions en statistique, n'est pas garantie de succès. Et il faut d'abord trouver le bon équilibre en qualité aussi, et j'utilise ici l'oubli volontaire d'une lettre, hétéro versus homogénéité. Ça veut dire qu'un groupe homogène, vous voyez, où les deux O sont très très proches, c'est ce que j'ai voulu représenter, quelque part, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. C'est comme si vous aviez mis 12 fois la même personne autour de la table, par exemple, l'information va être répétée, redondante et in fine inutile. Ça veut dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre la diversité et l'homogénéité. Alors il y a certains éléments d'homogénéité qu'on va bien entendu retrouver dans les critères d'inclusion de ces personnes dans le groupe, mais il faut à l'intérieur de ce groupe-là avoir un certain degré d'hétérogénéité, de diversité, disais-je, de différence, de différent avec un D, voire de conflictualité, puisqu'elle va alimenter cette dynamique de groupe qui nous intéresse et qui va être utilisée ici. C'est pas parce qu'on est prêt à voir un certain nombre d'éléments de différenciation, d'hétérogénéité, comme on vient de le dire juste avant, qu'il ne faut pas ordonnancer, c'est-à-dire cadrer quelque part cette réunion. Un certain nombre de règles qu'on a découvert dans l'animation de la réunion, donc le dernier chapitre du cours de psychosociologie, peut bien entendu vous aider à organiser ce genre de conduite. On rappelle tout l'intérêt de règles de fonctionnement comme se présenter et faire présenter chaque membre du groupe. On peut aussi rajouter l'intérêt de donner la consigne, de rappeler les règles de fonctionnement, je le disais tout à l'heure. Tout ça est du rôle de l'animateur qui va quelque part lancer la discussion et après va juste avoir, si je peux me permettre l'expression, un rôle de régulateur. On retrouvera ça dans la conduite de l'analyse de contenu. On avait déjà évoqué ça dans la conduite d'un entretien, surtout s'il était semi-directif. On pourrait dire qu'ici, on est dans un entretien de groupe semi-directif. Voilà pourquoi j'utilisais directivité moyenne. L'enquêteur ou l'animateur, certainement pas l'observateur, bien entendu, qui lui doit rester muet comme une carpe, va plutôt solliciter les interventions, appauvrir son propre discours pour éviter d'influencer le discours de l'autre. C'est pas du tout son rôle, hein. C'est animateur-régulateur, c'est pas animateur-leader. Aussi réguler la parole des leaders pour pouvoir mobiliser la parole de tout le monde et éviter qu'un individu monopolise, puisque bien entendu c'est un enjeu, c'est un intérêt. On peut même, dans un certain nombre de circonstances, je l'ai peut-être déjà dit, s'amuser, j'ai failli dire, à chronométrer le temps de parole de chaque individu. Là, ça nécessite soit un enregistrement vidéo pour pouvoir le faire a posteriori, ou la personne qui assure l'observation peut, par exemple, relever ce genre d'information qui va corroborer ou pas les données ainsi recueillies. La grande difficulté de l'animateur régulateur, c'est bien entendu de rester le plus neutre, le non directif sur le fond, mais semi-directif sur la forme. C'est ainsi qu'on pourrait résumer cet entretien de groupe dit classique. Je reprends la même phrase, donc qui dans le deuxième grande caractéristique que sont les entretiens de groupe nominaux. Là ici, l'animateur régulateur sera beaucoup plus directif sur la forme, mais doit rester le moins directif possible sur le fond, puisqu'il va rester, il va conserver ce statut d'animateur régulateur tel que je l'ai dit précédemment. Intéressons-nous
à la deuxième catégorie d'entretien collectif, dit nominaux, où la directivité est beaucoup plus importante dans la stratégie de recueil des données, des idées, des opinions. Parce que si on recueille autre chose, eh bien vous aurez probablement choisi le questionnaire si c'est de la donnée quantifiable ou l'observation dans un certain nombre de cas. Mais vous voyez quand même que le curseur voyage un peu puisqu'on commence tout doucement à parler de l'observation dans l'entretien individuel et probablement encore plus dans l'entretien directif. Comment ça se déroule? Eh bien, on a pu déjà évoquer cette technique-là. C'est quelque part l'application du brainstorming ou plus exactement du métaplan à la conduite d'un entretien collectif d'enquête. On va demander, en tant qu'animateur, l'animateur va donc demander à chaque individu de réfléchir et de relever un certain nombre d'idées, pas comme ça farfelues, en lien avec la problématique ou un certain nombre de questions. C'est des opérations qui peuvent être répétées s'il y a plusieurs idées à récolter, enfin, je veux dire plutôt plusieurs questions à poser. Ça peut représenter une certaine logistique, mais ici vous allez voir que le travail de l'animateur est probablement beaucoup plus cadré aussi et beaucoup plus cadrant pour les membres du groupe. Deuxième phase de cet entretien de groupe nominaux, c'est l'expression régulée. On retrouve une phase qui va être beaucoup plus courte, beaucoup plus cadrée, encore une fois, de l'expression des idées. Inévitablement, les personnes qui vont prendre la parole vont avoir un effet sur la réception des idées par les autres. On utilise encore la dynamique de groupe, même si ici l'approche est beaucoup plus quantitative. Vous allez vite vous en apercevoir. L'animateur reprend quelque part la main. Enfin, il ne l'avait pas vraiment laissé, mais il reprend un tout petit peu la main pour supposer ou vérifier en tout cas que chacun a bien compris les idées. Il peut opérer un certain nombre de regroupements, de recoupements d'idées en faisant les inventaires des différentes idées. Tout ça demande une logistique. La stratégie des post-it est relativement fiable et on va un peu retrouver une technique très démocratique, le vote. On va donc demander au groupe de voter pour chacune des idées ou des grandes idées qui ont été recueillies par rapport à la question. Cette cotation se fait à bulletin secret, donc c'est chaque individu qui donne une note. Alors à vous de choisir le système de notation, on a vu ça dans le questionnaire. Et l'objectif de cette quatrième étape est bien entendu de moyenner. Alors j'ai mis des guillemets puisqu'encore une fois ici c'est un effectif qu'on va moyenner et pas un niveau de réponse comme on a pu le faire en statistique. Inévitablement, les résultats vont être communiqués au groupe, hein, vraiment comme si c'était un scrutin électoral, et une nouvelle discussion s'engage sur base des résultats. Vous allez inévitablement avoir une deuxième occasion de voir l'effet de la dynamique de groupe sur l'évolution des opinions, hein, donc c'est une stratégie qui est parfois aussi utilisée dans le marketing, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau vote, et l'intérêt pour le chercheur, c'est bien entendu ici de relever un certain nombre d'effets comme s'il avait utilisé l'entretien de groupe dit classique, mais ici par ces deux moments de mesure, il va pouvoir juger des écarts, un peu comme si il y avait deux échantillons à appareiller dans ce genre de technique, bien entendu. Comparer les votes, comparer les idées, c'est inévitablement aussi voir l'effet du groupe, de l'expression des avis sur les votes initiaux de ces personnes. Hein. On pourrait encore aller encore plus loin en rajoutant une troisième étape, si j'avais par exemple demandé à chaque individu de non pas noter les idées, mais de les noter et de les coter par la même occasion. Donc un vote individuel, une expression de groupe et une modification, comme si un peu il y avait une campagne électorale. Nouvelle campagne électorale, c'est un petit peu l'idée du deuxième, ici désormais troisième tour dans certaines élections. Bonjour la France. Voilà une diapositive qui annonce la fin de cette balisto bis qui traite de l'entretien collectif. La balisto traitait de l'entretien, donc cette diapositive concerne l'entretien de manière générale. Bon, il y aura forcément des adaptations en fonction de la situation, du type d'entretien, du type de problématique et d'individus ou de groupes ciblés, on l'a bien compris. Faire un résumé, c'est toujours très audacieux, c'est plutôt une succession d'étapes
dont vous pouvez vous inspirer pour concocter vos entretiens en fonction de vos problématiques, je le répète encore une fois, c'est d'ailleurs le premier objet, la première question, définir l'objet à étudier. Eh bien, cet objet étudié par l'entretien est bien entendu votre problématique ou un volet, un aspect, une notion de cette problématique. Tout dépendra bien sûr de vos situations individuelles. Élaborer un cadre d'interprétation, là on en reparlera beaucoup quand on commencera l'analyse de contenu, puisque dans un certain nombre de cas, les approches les plus quantitatives de l'entretien peuvent envisager un cadre d'interprétation par avance. Ce cadre d'interprétation peut être le guide d'entretien dont je parlerai ici, voire même, par la même occasion, la grille d'entretien. Puisque le cadre d'interprétation, c'est d'abord et avant tout la grille d'entretien, cette grille qui va permettre de relever un certain nombre de choses. On en verra de manière beaucoup plus concrète dans l'observation. Encore une fois, on découvre les choses au fur et à mesure et vous voyez quand même que ça fait d'ailleurs une sacrée masse d'informations. Troisième étape, identifier les variables, bien entendu, les variables de votre problématique, vous l'avez deviné, les variables plus opérationnelles, bien entendu, si votre variable est plutôt qualitative. Préciser les termes du contrat. Je vous ai répété à quelques reprises qu'il était important de déterminer les règles, de donner la main aux personnes qui vous donnent l'opportunité de cet entretien, d'organiser les modalités de passation, bien entendu, c'est-à-dire comment je m'y prends et comment je vais pouvoir mener à bien cet entretien pour qu'il réponde à mes attentes, toutes méthodologiques, bien entendu. Dans ce guide d'entretien, dans ces modalités de passation, l'étape suivante, c'est la question inaugurale. Alors, j'ai volontairement utilisé ce terme-là, même si ça sent bon, l'entretien libre, l'entretien non directif, l'entretien clinique, quand il est rattaché en tout cas à la méthode du même adjectif. La question inaugurale, elle est inévitablement présente. Que vous ayez une seule question, elle est inaugurale, je suis dans la clinique, ou que vous ayez 12 questions dans un entretien, il vous en faut bien une première, et cette première question des 12, d'un entretien beaucoup plus quantitatif, directif si vous préférez, elle est aussi inaugurale. Pourquoi je prends un peu de temps sur cette question inaugurale? Parce que c'est elle qui décide un tout petit peu du sort de votre entretien. Les premières impressions, même si l'individu va répondre par des généralités, elle peut influencer lourdement la suite de l'entretien en termes de quantité d'informations, de qualité d'informations, surtout si on est dans l'un ou dans l'autre des paradigmes éventuels. Identifiez et définissez les thèmes, les sous-thèmes, les sous-sous-thèmes. Au plus vous définissez, au plus vous tendez vers le quantitatif, donc vers du directif dans la conduite de l'entretien. Tous ces éléments vont inévitablement conditionner la construction, l'élaboration de votre guide d'entretien, voire de sa grille d'entretien, si vous êtes dans un univers très quantitatif, bien entendu. Il y a aussi, si j'ai insisté assez sur la question inaugurale, c'est qu'il faut avoir un certain protocole dans la conduite, et même dans un entretien libre, clinique, utiliser, préparer la fin d'un entretien pour avoir une sorte de sacralisation de ce moment-là. Il y a un mot qui est quand même fort utile, c'est merci. Prévoir la fin de l'entretien, c'est aussi préparer la suite. La suite va nous intéresser dans des balises à venir. Pas encore celle-ci, c'est la dernière des 3 outils de recueil des données. Je vous dis à très bientôt pour cette balise qui va s'intéresser à l'observation comme outil d'enquête. À bientôt donc.